Bonjour, je suis particulièrement curieux de savoir ce qui se passe dans le cadre des négociations nucléaires iraniennes. Surtout, a-t-on évalué la possibilité de donner une incitation particulière à l'Iran? Depuis longtemps, il a développé son programme nucléaire, il a fait énormément d'efforts dans la recherche et le développement, et maintenant on leur demande d'abandonner tout cela. Y a-t-il peut-être un dédommagement d'une quelconque sorte qu'on leur offrirait en échange de la levée des sanctions? Très clairement, les négociations actuelles ne disent pas que l'Iran doit abandonner quoi que ce soit. Très probablement, on permettra à l'Iran de continuer d'enrichir de l'uranium dans une et l'Iran a la capacité de poursuivre son programme nucléaire actuel avec le réacteur de recherche de Téhéran. On ne va pas dire à l'Iran qu'il doit se débarrasser de tout cela. C'est ce que dit la résolution de l'ONU. Mais bon, ça n'arrivera pas. Les négociations vont s'achever sur une certaine marge de manœuvre qui sera donnée à l'Iran pour développer ses capacités nucléaires. Et c'est ça que voulait l'Iran, et l'Iran va obtenir ce qu'il voulait. La question est de savoir ce qui sera nécessaire en plus pour que l'Iran respecte l'accord. Là, je crois que cela touche plus au point économique. L'Iran est confronté à de fortes sanctions économiques et la levée de ces sanctions économiques est la partie la plus importante des négociations. Mais la levée des sanctions, ça veut dire que l'on en reviendra à l'état normal des choses et pas ce qui vient en plus de la situation normale. Et il reste encore à déterminer quelle sera l'incitation supplémentaire donnée à l'Iran. Mais à ce stade, il semble que la levée des sanctions et la conservation de la capacité nucléaire soient ce que l'Iran va pouvoir retirer de ces négociations. C'est parce que c'est pour la traduction, moi, si vous êtes en français, voilà. Alors venez ici, comme ça la traduction aura pour l'orateur, si ça marche. Ça marche? Ça va? Non, non. Non, alors venez ici. Levez-vous. Bonsoir. Ma question est un peu naïve peut-être, mais les étudiants ont le droit de poser des questions naïves. Les autres aussi. Si on considère les sanctions économiques inefficaces pour contraindre une politique de développement nucléaire d'un État quel qu'il soit, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste pour contraindre des pays qui développeraient une politique contraire à nos intérêts? Enfin, en tout cas, l'intérêt des Occidentaux. Merci. Une autre question très importante. Les sanctions ont pour but de mettre sous pression un pays pour qu'il revienne à la table. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais réfléchissons à l'histoire des sanctions. Par exemple, les sanctions contre Cuba imposées par les États-Unis qui touchent à leur fin. Les sanctions avaient pour but de faire changer le régime, de le mettre sous pression en espérant qu'un jour quelqu'un se soulèvera pour changer le gouvernement. Mais ça ne s'est pas passé et ça dure depuis 50 ans. Et ce genre de sanctions est inefficace. Les sanctions économiques à l'encontre de l'Iran fonctionnent parce qu'elles ne s'attendent pas à faire changer le régime. Elles s'attendent à mettre fin au programme nucléaire. Si on poursuit un objectif de ce type, eh bien,
le régime de sanctions fonctionne. Bien sûr, vous avez raison, même avec les sanctions actuelles, l'Iran a développé ses capacités nucléaires et en 2003, il y avait seulement 300 centrifugeuses et maintenant, ils en ont 20 000. Ils ont pu donc développer leurs propres capacités nucléaires. Néanmoins, en parallèle, les autres sanctions ont vraiment fait revenir l'Iran à la table des négociations. Et donc, du moment que les négociations ont les politiques, là, elles ont une certaine signification. Par exemple, l'autre cas des sanctions, celle à l'encontre de la Russie, là, c'est extrêmement difficile parce que cela nécessite non seulement un changement de politique vis-à-vis de l'Ukraine, mais aussi énormément de changements politiques dans le système russe. D'ailleurs, pas simplement au sein de la Russie, mais aussi en Russie et dans la partie orientale, en Ukraine et dans la partie orientale de l'Ukraine. Tout cela pose donc une question extrêmement difficile. Et puisque les sanctions économiques sont très parcellaires, elles ne sont pas complètement efficaces. L'autre type de sanctions que l'on peut imaginer, c'est celle contre la Corée du Nord. Ces sanctions ne sont pas non plus efficaces parce que la Corée du Nord est extrêmement fermée en tant que société. Et donc, on ne pourra pas faire changer le régime et on ne pourra pas non plus utiliser l'arme des sanctions économiques pour faire changer la politique de la Corée du Nord. Il y a donc différents cas de figure et on ne peut pas généraliser quels seront les effets des sanctions. Néanmoins, l'Iran a été un cas très intéressant parce que l'Iran est une société ouverte, quoi qu'on en dise. L'Iran est une puissance économique émergente qui a énormément de ressources économiques à sa disposition. Et là, l'objectif visé était de faire évoluer la politique nucléaire. Et avec cet alignement de conditions, eh bien, là, on peut reconsidérer l'efficacité des sanctions. Je pense qu'au début, les sanctions avaient deux buts, regime change et le nucléaire. On a couru deux lièvres à la fois, comme on dit. Courir deux à la fois fait qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Et effectivement, au début, et jusqu'à l'arrivée d'Obama finalement au pouvoir, les Américains et nos amis israéliens, je vais souvent dans ce pays de Palestine occupée, comme on dit en Iran, l'objectif est très clair. Il faut la chute du régime iranien. Et si le Shah avait une bombe atomique, nous serions pour la bombe atomique du Shah. Donc, les objectifs des choses ont changé à partir de l'arrivée d'Obama au pouvoir, qui décide effectivement que le régime iranien, il est là, il n'est pas bon, on ne l'aime pas, mais il est là, il est inamovible. Par contre, le nucléaire est une vraie question. Et à partir de ce moment-là, les négociations et les sanctions ont été plus efficaces parce que leur objectif était d'amener les Iraniens à la table des négociations, ce qui a été fait. Mais il y a eu 5 ou 6 ans de perdus. Merci. Alors, je prends une autre série de questions. Tout est dit. Alors, très étonnant ce soir. Bon, alors je me retourne vers Isabelle. Pendant que vous réfléchissez, je vois bien un ou deux étudiants que je vais interroger qui sont dans le fond de la salle. Très bien de préparer une question. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas fair play. Alors, attention aux sanctions, hein, vous avez vu. Méfiez-vous. Non, la question qu'on peut se poser finalement aujourd'hui, malgré tout, indépendamment de ce que vous évoquez, à savoir, on a un petit peu poussé l'Iran à partir dans cette voie du nucléaire, est-ce que quand même, par rapport à un pays comme l'Inde, par exemple, par rapport, alors bon, on pourrait parler de la Chine, mais est-ce que d'une certaine manière, dans le développement logique d'un État qui, comme vous le soulignez, est un État encerclé, qui a une tradition effectivement obsidionale très très ancienne, est-ce que malgré tout, et quand vous dites le Shah aurait eu la bombe nucléaire, on aurait été d'accord, mais j'aurais parfaitement compris que le Shah ait la bombe nucléaire, enfin ça me paraîtrait une logique. Donc jusqu'à quel point finalement
on peut aller contre, et je rejoins un petit peu la question pseudo-naïve de l'étudiant tout à l'heure, jusqu'à quel point on peut finalement empêcher un certain nombre d'États qui estiment que pour des raisons de sécurité nationale, le nucléaire fait partie de l'arsenal de dissuasion, et jusqu'à quel point on décide que certains États sont fous et que certains États sont raisonnables. Ça, c'est quand même la vraie vieille question que l'Iran universelle, c'est la bonne solution. Il y a peu de chances que ça soit celle-là qu'on choisisse. Donc finalement, comment on gère cette problématique-là en prenant l'Iran en focus, mais en regardant ailleurs aussi? À mon avis, après une question comme ça, vous avez bien 5 minutes pour réfléchir à la prochaine. Oui, je pense qu'à l'époque du Shah, Akbar Etemad, qui est le fondateur du nucléaire iranien en 1974, lorsque le Shah s'est lancé dans la nouvelle politique de création de centrales nucléaires, une dizaine étaient faites. Framatome, l'ancêtre d'Areva, était candidat pour 5 et a commencé à en faire une. Akbar Etemad a vu le Shah, il lui a demandé: qu'est-ce que vous voulez faire, Majesté? Du civil avec du nucléaire en parallèle, ou du civil et ensuite pouvoir dans quelques années bifurquer vers le nucléaire? Il a choisi la deuxième solution, c'est-à-dire on commence par du civil, on forme des ingénieurs et dans 20 ans on fait le point et on voit où on en est. Est-ce qu'on a besoin d'une arme nucléaire contre l'Union soviétique, contre l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite ou d'autres voisins? On verra. Et en fait, la politique du Shah a exactement continué sans aucun changement. Le régime a changé à Téhéran, la problématique est restée la même et même a été accélérée. La question est que sur le nucléaire, passant à un régime iranien qui est ce qu'il était, révolutionnaire au début, etc., on arrive à des logiques aussi différentes parce que la priorité pour la République islamique, ce n'est pas de conquérir le Liban ou l'Afghanistan, c'est de protéger son propre régime. Et autrement dit, qu'est-ce qui est efficace? Est-ce qu'une arme atomique suffit pour que les Kurdes ne posent pas de problème, que les Baloutches ne posent pas de problème, que la bourgeoisie moyenne iranienne demande plus de liberté? Et donc l'arme atomique était, dans les années 50-60, solution française, une arme intéressante pour le prestige national dans une perspective impérialiste ou de contrôle d'un empire. L'Iran, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas un empire. L'Iran, c'est un État centralisé, nationaliste, avec une zone tampon autour. Et donc l'arme nucléaire n'est pas efficace. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de généraux anciens gardiens de la Révolution qui sont sortis de l'armée, ont fait un doctorat et sont maintenant des chers collègues en géographie, notamment en géopolitique. Et donc, j'étais il y a 15 jours avec un, comme ça, ancien commandant en chef des gardiens de la Révolution. Et il me disait, l'arme atomique, on n'est pas contre, mais en fait, nous sommes opposés à cela. On a fait la guerre contre l'Irak avec de vieilles kalachnikovs et des armes hors d'âge. C'est le peuple qui s'est opposé. Et nous avons une technique de guerre dissymétrique. Nous voulons défendre la patrie, on n'a aucune intention de la conquérir. Alors cela dit, s'il y a une opportunité au Liban, au Yémen ou en Afghanistan de soutenir des forces opposées à ceux qui nous encerclent, on y va, bien évidemment. Mais ce n'est pas notre priorité. Israël n'est pas la priorité. Si ça peut servir à soutenir le Hezbollah pour ennuyer les Américains ou les Français, d'accord, mais ne dépensons pas. Autrement dit, la politique de défense populaire et de priorité de défense du régime est une nouvelle logique de défense. Il disait donc, moi je suis contre la bombe atomique, parce que si jamais il y a une bombe atomique, le gouvernement pensera qu'il va résoudre le problème kurde en appuyant sur un bouton, et on aura le problème kurde intégral. Et alors, si nous voulons résoudre ces problèmes régionaux, il faut que nous ayons des forces de police, de sécurité, une stratégie de défense complexe et globale, et non pas se reposer en dormant sur une bombe atomique parfaitement illusoire. Et ces deux débats de stratégie, de défense nationale, ont lieu à l'intérieur même des gardiens de la Révolution, certains étant pour une vision de la révolution impérialiste qui va dominer le monde, style État islamique, mais ça, c'est des vieilles idées des années 80, ou l'Iran d'aujourd'hui qui dit il y a le feu à la maison, essayons de protéger ce qui nous reste. Je crois que l'un des problèmes vis-à-vis de la question d'Isabelle est le degré de transparence dont fait preuve l'Iran. Bon, peut-être qu'on peut voir de bonnes pratiques en Allemagne et au Japon. Là, on fait confiance à ces pays. On leur fait confiance de ne pas se lancer dans des programmes militaires parce qu'ils font preuve de transparence. Et là, on peut faire le distinguo entre ces pays transparents et ceux qui ne le sont pas. Et c'est là l'un des éléments importants au vu de la non-prolifération. Mais l'Iran n'est pas simplement un pays qui ne fait pas entièrement preuve de transparence. Il y a d'autres pays qui, surtout des anciens pays de l'URSS,
qui exploitent encore des réacteurs nucléaires, mais qui ne font pas preuve de transparence. Et ce sont des pays qui sont tout aussi problématiques. Mais si l'on couple cela avec les circonstances historiques et politiques de l'Iran qui est vu comme étant au premier rang de ceux qui enfreignent le traité, ces pays seuils, comme on les appelle, les pays qui ont le potentiel de faire s'effondrer le régime du TNP. Et c'est pour cela que l'Iran a été vraiment sous le feu des projecteurs. Le cas de l'Inde a été un peu différent. Ça n'a jamais été un signataire du TNP. Et puis, ce qui se passe entre l'Iran et le Pakistan, ce sont tous les deux des pays nucléarisés. Mais ce sont des pays qui s'imposent une certaine restriction. Ils n'ouvrent pas leurs portes aux inspections. On ne sait pas ce qu'ils souhaitent faire de plus avec leurs arsenaux nucléaires. Mais pour l'instant, 10 ans après l'acquisition de l'arme nucléaire par ces deux pays, on n'a pas encore vu de conflit entre deux qui entraînerait une guerre nucléaire. Et je crois que, dans un sens, l'Inde et le Pakistan sont des exceptions tout à fait uniques. Bien sûr, là, je n'affirme pas que nous nous en satisfaisons. Néanmoins, c'est la réalité. Et je crois que le fait de posséder des armes nucléaires des deux côtés a aussi rendu possible le fait de réduire les possibilités immédiates de conflit indo-pakistanais. Là, je ne dis pas que ce genre de dissuasion nucléaire soit la seule solution. Il faut qu'il y ait d'autres solutions pour résoudre le problème entre l'Inde et le Pakistan. Néanmoins, je crois que ces deux pays sont des cas exceptionnels au vu du régime actuel du TNP. J'en reviens maintenant à ma thèse, qui est que ce qui est essentiel, c'est la transparence dont fait preuve l'Iran et la confiance qu'on peut lui accorder. Non, c'est pas grave. Non, merci en évoquant les cas évidemment indiens et pakistanais, de resituer aussi quand même la problématique dans un problème d'équilibre stratégique régional de puissance nucléaire ou capable d'être nucléaire, et pour un État comme l'Iran de souligner en creux l'aspect quand même de statut de puissance que ça signifie dans la recherche de l'acquisition et au moins de la capacité si elle ne va pas au-delà. Madame, et ce sera la dernière question, et je demanderai à nos intervenants, à Isabelle, après avoir répondu à votre question, de conclure. Ça marche pas, madame. Faut parler fort. Alors, comme je suis une femme, je peux poser une question basique. Droit aux étudiants, droit aux femmes. Merci, enfin c'est de l'humour. Hein. Alors moi, j'ai été très très intéressée par votre grande ouverture d'esprit sur la politique actuellement, puisque vous êtes allé, vous avez conclu en disant l'Iran, sauf si j'ai fait une erreur, peut nous aider contre le terrorisme, contre les djihadistes. J'aimerais que vous en reparliez un petit peu, s'il vous plaît, parce que je trouve ça très intéressant. Merci. Oui, c'est une question qui permettra, je pense, effectivement, je ne sais pas si on pourra conclure là-dessus, mais en tout cas d'avoir deux points de vue attendus de nos conférenciers, et d'Isabelle, si elle veut aussi traiter cette question. L'Iran est concerné directement par le djihadisme parce que l'Iran est très mauvais en matière de terrorisme international. Je disais, les Twin Towers de New York n'ont pas été détruits par les Iraniens qui devaient être les champions du terrorisme. Et ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu jeunes dans ce domaine-là. Ils se rendent compte qu'ils sont encerclés par des forces qui, elles, sont bien réelles, entraînées dans la guerre contre l'Union soviétique en Afghanistan, les guerres civiles en Algérie et tous ces phénomènes-là. Autrement dit, l'Iran se sent agressé et fragilisé par le développement autour de son territoire des talibans d'un côté et de Daesh de l'autre, Daesh sous diverses formes.
Autrement dit, c'est pour la sécurité nationale de l'Iran un enjeu. Donc les Iraniens veulent se défendre eux-mêmes. Et ensuite, si les djihadistes sont également les adversaires des Français et des Américains, c'est une autre histoire. Et évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une coopération. Iraniens et États-Unis sont opposés depuis trop longtemps, ils ne vont pas devenir amis à court terme. Mais il y a des intérêts communs. Et on sait qu'en politique, c'est ce qui compte plutôt que des décisions a priori. Autrement dit, parce que les Iraniens sont sur le terrain, se sentent en danger à cause de cette opposition politique et religieuse qui est soutenue par l'adversaire saoudien en face, ou qatari ou autre. Et autrement dit, l'Iran a besoin de son activité militaire pour pouvoir se défendre. C'est pour ça que c'est très actif en Irak actuellement. Thank you very much. Everyone... Je vous remercie de cette question. Effectivement, femmes, étudiants, tout le monde a le droit de poser des questions si basiques qu'elles puissent paraître. Sur cette question de l'Iran et de son rôle par rapport au mouvement djihadiste, je dirais ceci. L'Iran, avant même que Daesh ne devienne le problème qu'il est aujourd'hui sur la scène internationale, l'Iran, donc, depuis longtemps, a sonné l'alarme de l'apparition, de l'émergence de ces mouvements tels que Daesh qui, maintenant, commence à monter sérieusement en puissance. Donc, avant même que Daesh n'arrive à prendre Mossoul en Irak, l'Iran a toujours annoncé le risque de Daesh et d'ailleurs avait incité le régime d'Assad à se prémunir contre ces fanatiques qui souhaitaient détruire les infidèles tels qu'ils les appelaient. Et maintenant Daesh, parce que ces appels n'ont pas été entendus, on voit aujourd'hui la puissance de Daesh dans la région. Alors, ça n'est pas parce que l'Iranien est sunnite ou parce que ou chiite, c'est pas parce que Daesh est sunnite ou qu'il s'appelle un État, ce ne sont pas en fait une organisation religieuse, c'est pas un mouvement religieux à proprement parler. Et il n'est pas à ce titre, disons, habilité à exercer l'islam. En fait, le problème du Daesh est en partie un problème idéologique, certes, mais il faut surtout voir que l'objectif par rapport à Daesh est très différent. Dans la lutte contre les djihadistes, l'Iran et les États-Unis n'ont pas du tout le même objectif. Et c'est ça qui complique les choses. C'est pour ça que c'est très difficile pour l'Iran et les États-Unis de travailler ensemble. Leur stratégie est différente. Pourtant, tactiquement, ils travaillent ensemble. C'est une alliance de fait. Ça n'a jamais été écrit, ça n'a jamais été entériné, mais de facto, vous avez cette alliance, parce que c'est le gouvernement irakien qui décide du rôle de chacun, de l'Iran et des États-Unis dans cette guerre contre le Daesh. Donc c'est une guerre bien étrange. D'un côté, vous avez l'Iran et les États-Unis qui ennemis et qui se détestent mutuellement pour autant. Et ils ne vont jamais devenir amis, à mon sens, mais tactiquement, l'Iran est devenu l'allié objectif des États-Unis. À lundi prochain, je vous rappelle de vous inscrire, si vous le souhaitez, pour le colloque du 2 avril sur le site de la chaire. Et je voudrais encore remercier très chaleureusement M. Ourcade et M. Suzuki pour cette conférence. Merci.